J'ai entendu par hasard ma femme dire à son ex « Je t'aime encore ». Je suis parti. Le lendemain, son propre avocat l'a appelé en hurlant à propos de sa signature. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que toute son entreprise existait grâce à une seule signature, la mienne. Mon nom est Carter Ellison. J'ai 48 ans et je dirige une entreprise de logistique basée à Columbus, dans l'Ohio. Ellison Freight Solutions, 22 camions, 31 employés, des contrats avec 3 centres de distribution régionaux. Rien de très prestigieux, juste fiable, rentable et entièrement construit de mes propres mains au cours de 19 années. Je ne mentionne pas cela pour me vanter, mais parce que cela a de l'importance pour la suite. Tout ce que je suis sur le point de vous raconter ramène à la différence entre celui qui fait la construction et celui qui se tient simplement devant le mur fini pour prendre la photo. Lydia et moi sommes mariés depuis 16 ans. Elle était coach d'affaires. Plus précisément, elle ciblait les femmes entrepreneurs, animait des ateliers, vendait des cours en ligne et prononçait des discours d'ouverture lors de conférences régionales. Elevator était la marque. Son visage était partout. Des miniatures de podcasts, des bannières sur LinkedIn, des vidéos sur Instagram où elle parlait de briser le plafond de verre tout en portant des vestes qui coûtaient plus cher que la première mensualité de mon premier camion. Et elle était douée pour cela. Je lui accorde cela. Charismatique, intelligente de cette manière qui semble naturelle de l'extérieur. Ce que personne ne voyait, c'était l'infrastructure derrière le rideau. Moi, je la voyais. J'avais remarqué des choses concernant Brian bien avant cette soirée-là. Brian Thatcher, mon supposé meilleur ami depuis l'université. Nous avions chassé ensemble, regardé des matchs ensemble. J'avais été le témoin à son mariage, mais à un moment donné au cours de la dernière année, ces questions étaient devenues trop spécifiques, trop pointues. As-tu mentionné quelque chose à Lydia à propos du bilan trimestriel, ou penses-tu agrandir la flotte d'entreprise? De petites choses. À l'époque, j'avais mis cela sur le compte de la curiosité. Plus tard, je l'ai compris différemment. La soirée où tout s'est effondré était un jeudi à la fin du mois d'octobre. Lydia organisait un petit dîner dans notre maison, une célébration pour une étape importante de son entreprise de coaching, une communauté en ligne de 100 membres. J'ai fait griller des steaks sur la terrasse arrière, j'ai rempli les verres, je me suis assuré que tout se passait bien. Le bon mari, la chaudière fiable. Vers 8 heures, je suis rentré à l'intérieur pour prendre une autre bouteille de vin au sous-sol. En remontant les escaliers, j'ai entendu la voix de Lydia depuis le couloir juste à côté de la cuisine. Elle était au téléphone. La voix basse, mais pas assez basse. Il est stable. Je lui accorde cela, disait-elle avec un rire que je ne reconnaissais pas. Trop détendu, trop facile. Mais la stabilité n'est pas excitante, Blake. Tu le sais mieux que quiconque. Il plie ses reçus. Il classe ses dossiers par code couleur. L'homme met des étiquettes sur son étiqueteuse. Une pause, puis plus doucement. Je t'aime encore. Je n'ai jamais arrêté. Je suis resté en bas de cet escalier pendant 10 secondes entières. La bouteille de vin était froide dans ma main. Le bruit du dîner dérivait de l'extérieur. L'argenterie, les rires, l'enfant de quelqu'un qui poursuivait le chien à travers la cour. Je suis remonté, j'ai posé la bouteille sur le comptoir de la cuisine et je suis retourné sur la terrasse. J'ai rempli les verres, j'ai souri quand quelqu'un a fait une blague, j'ai débarrassé les assiettes quand la soirée s'est terminée. Brian a croisé mon regard une fois vers la fin de la nuit, m'a fait un petit signe de tête de l'autre côté de la table. J'ai hoché la tête en retour. Aucun de nous n'a rien dit, mais j'ai classé ce regard dans ma mémoire comme un document dont je savais que j'aurais besoin plus tard. Après le départ des invités, Lydia a lancé le lave-vaisselle et m'a dit que cela avait été une excellente soirée. J'ai approuvé. Elle est montée à l'étage. Je me suis assis dans la cuisine avec un verre d'eau et un bloc-notes juridique, écrivant 3 colonnes. Ce que je savais, ce que je soupçonnais et ce que j'avais besoin de confirmer. À minuit, j'avais une liste. À 1 heure du matin, j'avais un plan. Je suis monté à l'étage, j'ai pris mon sac de sport sur l'étagère du placard et j'ai fait mes affaires silencieusement. J'ai laissé mon alliance sur la table de nuit, non pas comme une déclaration, mais simplement parce qu'elle ne correspondait plus à la version de moi qui passait la porte. J'ai arraché une page du bloc-notes et j'ai écrit 7 mots. Je t'ai entendu. Ne te donne pas la peine de t'expliquer.
Je l'ai plié sous un chargeur de téléphone. J'ai verrouillé la porte d'entrée derrière moi, j'ai chargé le sac dans mon camion et j'ai conduit jusqu'à l'appartement meublé que j'avais discrètement loué 3 semaines plus tôt parce que j'avais entendu suffisamment de ces questions pointues de la part de Brian. Et quelque chose en moi avait commencé à se préparer avant même que je ne me l'avoue à moi-même. Je ne me sentais pas brisé. Je me sentais lucide, comme si un brouillard s'était enfin levé de l'autoroute, et que je pouvais voir exactement où la route menait. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat, Robert Dean, et je lui ai dit qu'il était temps. Il savait déjà ce que cela signifiait. Nous nous étions parlé 2 fois au cours du mois écoulé. Il a dit, les documents sont prêts. Dites le mot. J'ai dit le mot. Les gens ont toujours supposé que Lydia avait construit Elevator à partir de rien. Elle les a laissés le supposer, cela faisait une meilleure histoire. La femme qui a réussi par elle-même, la marque construite sans aide, le récit de l'effort acharné qu'elle vendait dans chaque discours. Et elle était convaincante. Je lui accorderai au moins cela. Ce qu'elle ne mentionnait jamais dans ses discours, c'était le nom figurant sur l'enregistrement original de la société à responsabilité limitée. Le mien. Laissez-moi revenir 3 ans en arrière. Lydia avait la vision, la voix et l'instinct pour le public. Ce qu'elle n'avait pas, c'était des finances saines. Son premier mariage s'était mal terminé, un partenariat commercial avait mal tourné, une hypothèque légale pesait toujours sur son crédit personnel et elle remboursait discrètement une dette fiscale depuis des années. Lorsqu'elle a voulu lancer Elevator en tant qu'entité commerciale formelle, elle s'est heurtée à des murs. Les banques n'étaient pas intéressées. 2 investisseurs qu'elle a approchés se sont retirés lorsqu'ils ont obtenu son rapport de solvabilité. Alors, elle est venue me voir. Juste jusqu'à ce que je sois établi, m'a-t-elle dit un soir à la table de la cuisine, étalant ses notes comme si elle présentait un projet devant un conseil d'administration. J'ai besoin d'un canal propre. Tu crées la société, tu détiens les contrats initiaux, et une fois que les revenus seront stables, nous transférons tout à mon nom. J'ai accepté parce que je l'aimais et parce que je la croyais et parce qu'à 45 ans, j'étais apparemment encore capable de confondre un arrangement commercial avec un geste romantique. J'ai enregistré la société, Ellison Advisory Group, à mon nom. J'ai loué l'espace de bureau d'origine. J'ai ouvert les comptes de l'entreprise, signé les contrats des fournisseurs et construit la structure de conformité à partir de zéro. J'ai payé les développeurs web, le concepteur graphique, la première agence de marketing qu'elle a engagée. Lorsqu'elle a eu besoin d'un canal propre pour son premier cycle d'investisseurs, un groupe de 3 femmes qui ne voulaient pas encore que leur nom apparaisse sur un document public. J'ai fait passer 140 000 € par les comptes d'Ellison Advisory parce que le nom de Lydia ne pouvait toujours pas toucher un document de financement sans déclencher des alertes. Elle était le visage. J'étais le cadre sur lequel le visage était accroché, et enfoui dans l'accord d'exploitation à la page 19 se trouvait une clause que j'avais rédigée avec Robert Dean pendant ses premières semaines. Un langage standard, l'avait appelé Lydia lorsqu'elle l'avait paraphé. Elle était pressée ce jour-là, en route pour un atelier à Cincinnati, et elle avait feuilleté les pages rapidement, le stylo bougeant avant qu'elle n'ait fini de lire. La clause stipulait en termes clairs qu'en cas de séparation ou de dissolution de l'accord de partenariat, toute la propriété intellectuelle, les droits de licence et l'autorité fiduciaire revenaient au signataire d'origine. Moi. Elle n'a plus jamais posé de questions à ce sujet. Pourquoi l'aurait-elle fait? J'étais la chaudière fiable. Je ne faisais pas de surprise. Ce que Lydia ne savait pas non plus, c'était ce que j'avais découvert sur ses finances 11 mois plus tôt. J'examinais le rapprochement trimestriel pour Ellison Advisory de manière routinière, quelque chose que je faisais chaque trimestre, quand j'ai remarqué un motif dans les transferts sortants. 11 paiements sur 9 mois, chacun entre 3 800 € et 6 200 €, tous dirigés vers une entité de conseil appelée BF Strategic Resources. L'enregistrement de cette société remontait à une boîte postale à Indianapolis. L'indicatif régional de Blake Fenwick. Je ne l'ai pas confronté. J'ai imprimé les relevés, je les ai mis dans un dossier et j'ai appelé Robert le lendemain. Ensuite, j'ai appelé un contact que j'avais dans un cabinet comptable régional et je lui ai demandé de jeter un regard discret sur les transferts d'un point de vue de la conformité. Son évaluation est revenue en 2 semaines. Les paiements manquaient de toute documentation de service correspondante. Aucun contrat, aucun livrable, aucune facture qui tenait la route. Aux yeux du service des impôts, cela ressemblait à des distributions personnelles déguisées en dépenses d'entreprise.
J'ai classé ce dossier dans le tiroir de mon bureau et j'ai continué à monter le dossier. Il y avait une autre pièce que j'avais mise en mouvement 8 mois auparavant. Un concurrent d'élevateur gagnait discrètement du terrain sur le marché du Midwest, une plateforme de coaching appelée Groundwork Leadership avec un programme plus propre et un vivier de clients entreprises plus solide. J'avais investi 85 000 € par l'intermédiaire d'un compte de détention tiers, sans nom attaché. La fondatrice était une femme nommée Patricia Haye, une ancienne formatrice en entreprise qui avait la substance que Lydia avait toujours empruntée aux autres. Patricia ne savait pas qui était son investisseur silencieux. Elle savait juste que le financement était arrivé et que les conditions étaient équitables. Au moment où la marque de Lydia commencerait à perdre des clients, Groundwork Leadership serait prête à les absorber. Ce matin-là, après avoir appelé Robert et lui avoir donné le mot, j'ai conduit jusqu'au bureau, j'ai déverrouillé la suite 204 et je me suis assis à mon bureau. La lumière du matin passait à travers les stores en bande nette et régulière. Mara, la directrice de mon bureau, est arrivée à 8h15, a posé un café sur mon bureau sans qu'on le lui demande, et n'a rien dit sur le fait que j'avais l'air de ne pas avoir dormi. Les dossiers d'In, lui ai-je dit, tout ce qui est dans le dossier rouge. Il en a besoin pour midi. Elle a pris le dossier sans hésitation. À la porte, elle s'est arrêtée. Carter, vous allez bien? J'ai pris une gorgée du café. Je fais exactement ce qui doit être fait. Elle a hoché la tête une fois et est partie. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rédiger la première de plusieurs notifications. Changement d'accès au compte, transfert de licence, redirection de fournisseur. Chacun précis, chacun documenté, chacun irréversible. Lydia pensait qu'elle avait dépassé l'homme qui pliait ses reçus. Elle était sur le point de découvrir ce que valaient ses reçus. Je veux parler de Brian Thatcher pendant 1 minute car il mérite plus qu'une note de bas de page. Brian et moi étions amis depuis notre 3e année à l'université. Nous avions traversé le pays ensemble 2 fois. Je l'avais aidé à déménager 3 fois, y compris le déménagement difficile après son premier divorce. J'étais l'homme qu'il a appelé à 2h du matin quand son père est décédé. Pendant 26 ans, je pensais savoir exactement qui était Brian Thatcher. Il s'avère que je connaissais la performance, pas l'homme. Le premier vrai signe est apparu en février dernier, 8 mois avant le dîner. Lydia avait mentionné avec désinvolture au petit déjeuner qu'elle pensait restructurer son modèle de tarification. Un détail privé, quelque chose dont elle n'avait pas encore parlé publiquement ou discuté avec son équipe. 3 jours plus tard, Brian a abordé le sujet au cours du déjeuner. Lydia pense à augmenter ses tarifs, a-t-il demandé, tendant la main vers son hamburger comme si de rien n'était. J'ai entendu dire que c'est une décision intelligente sur ce marché. J'ai gardé un visage neutre. Où as-tu entendu ça? Il a haussé les épaules. Une de ces choses. Tu sais comment c'est. Je ne le savais pas. C'était exactement le problème. J'ai passé les 6 semaines suivantes à le tester. J'ai dit à Brian 4 informations distinctes. Chacune plausible. Chacune légèrement différente. Chacune racontée à lui seul. Une rumeur selon laquelle j'étais en pourparlers pour acquérir une petite entreprise de fret à Dayton. Que j'envisageais de retirer le soutien financier d'Ellison Advisory à la marque de Lydia. Que j'avais eu un désaccord avec mon plus grand client de distribution. Que je cherchais de l'immobilier commercial près de l'aéroport. Les 4 me sont revenus dans les 10 jours, 2 par l'intermédiaire de Lydia, une par une connaissance commune, une à laquelle Brian a fait référence lui-même maladroitement, 1 semaine plus tard en testant si j'allais réagir. Je n'ai pas réagi. J'ai juste mis à jour le dossier. Ce que Brian ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que j'avais eu une réunion cette même semaine avec Patricia Haye, la fondatrice de Groundwork Leadership. Nous nous étions rencontrés dans un café à Dublin, dans l'Ohio, à 30 minutes de Columbus. Patricia était vive, préparée et frustrée par la lenteur de la croissance de son entreprise. J'ai glissé une seule page sur la table, un document de conditions pour un investissement de 85 000 €. Sans conditions, sans siège au conseil d'administration, sans divulgation publique. Elle a levé les yeux de la page. Qui êtes-vous exactement? Quelqu'un qui croit en votre programme, ai-je répondu. Et quelqu'un qui pense que le marché est sur le point d'avoir une ouverture. Elle a signé 2 semaines plus tard. Je ne lui ai jamais dit que mon nom était lié à la marque concurrente. Je n'en avais pas besoin.
Patricia construirait son entreprise sur ses propres mérites. Je ne faisais que retirer l'obstacle. De retour à la maison, j'ai gardé ma routine inchangée. J'ai conduit sur les mêmes routes, j'ai fait griller les mêmes steaks le vendredi soir, j'ai regardé le football avec Brian le dimanche, et je n'ai rien dit lorsqu'il a orienté la conversation vers mes plans d'affaires. Je l'ai nourri de petits détails inutiles et je les ai regardés voyager. La nuit du dîner, j'ai observé Brian de l'autre côté de la table pendant que Lydia riait à l'histoire de quelqu'un. Il a croisé mon regard une fois, m'a fait ce petit signe de tête de confirmation. Tout va bien. Rien n'a changé. Et j'ai hoché la tête en retour. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le lundi précédent, j'avais pris un café avec Robert Dean et parcouru la chaîne complète de documents une dernière fois. Chaque pièce était en ordre. La clause de réversion de la société à responsabilité limitée, le langage de contingence de la propriété intellectuelle, les enregistrements de transferts financiers reliant l'entité de Blake Fenwick aux comptes commerciaux de Lydia. Robert avait soumis une divulgation discrète au bureau de conformité du service des impôts 48 heures plus tôt. Pas une plainte formelle, juste un signalement documenté qui créerait une trace écrite et déclencherait une enquête de routine. Le rôle de Brian dans tout cela était presque terminé. Il restait une dernière pièce. Le lendemain matin de mon départ, je l'ai appelé. 7h15 du matin. Il a décroché à la deuxième sonnerie. La voix prudente. Carter, j'ai entendu dire que tu n'étais pas à la maison la nuit dernière. Lydia m'a appelé. Elle l'a fait, ai-je répondu. Je me doutais qu'elle le ferait. Une pause. Tu vas bien, mon vieux? J'ai laissé passer un moment avant de répondre. Brian, je sais ce que tu as fait. Je le sais depuis février. Je t'ai testé 4 fois et tu as échoué à chaque fois. Une autre pause. Plus longue cette fois. Je n'ai pas besoin d'explications. J'ai juste besoin que tu saches que les informations que tu as transmises m'ont aidé à monter un dossier qui est maintenant entre les mains de mon avocat et, depuis mardi, du service des impôts. Le silence de son côté était total. Je ne suis pas ton ennemi, ai-je continué. Mais je ne suis plus ton ami non plus. Et la prochaine fois que Lydia t'appellera pour chercher des informations sur moi, tu n'auras rien à lui donner car j'ai déjà déplacé tout ce qui compte. J'ai mis fin à l'appel, j'ai posé le téléphone sur le bureau et je suis retourné à mon café. Brian n'a pas rappelé. Il ne l'a jamais fait. Lydia ne m'a pas appelé le lendemain de mon départ. Cela m'a tout dit sur la façon dont elle percevait notre mariage. Elle supposait que mon silence était temporaire. Que j'étais allé bouder chez Brian. Que je serais de retour d'ici dimanche avec des excuses discrètes et une volonté de faire comme si de rien n'était. Elle fonctionnait toujours sur l'ancien modèle de Carter, celui qui tenait sa langue, remplissait les verres de vin et ne posait aucune question inconfortable. Ce modèle avait été abandonné. La première alerte est arrivée dans sa boîte de réception à 9h17 du matin. Une notification automatisée de la plateforme bancaire de l'entreprise. Identifiant d'accès administratif mis à jour. Contactez l'administrateur de votre compte pour obtenir de l'aide. Je connais l'heure exacte parce que Robert m'a envoyé le journal de confirmation. Elle a probablement supposé qu'il s'agissait d'un dysfonctionnement. La deuxième notification est arrivée à 9h41. Son portail de paiement des fournisseurs avait été suspendu dans l'attente de l'examen du compte. La troisième, 11 minutes plus tard, venait du registre des licences. Les droits d'utilisation de la marque pour le nom élevateur étaient en cours d'examen administratif et temporairement restreint. À 10h30, elle a appelé le bureau de Robert Dean. Sa réceptionniste lui a dit que M. Dean représentait une partie adverse dans une affaire impliquant son entreprise et ne pouvait pas prendre son appel. Elle m'a appelé à 10h47. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. L'appel qui a brisé son sang-froid est arrivé à 11h15 de la part de Denny Holt, son propre avocat. J'étais assis dans mon bureau quand Robert m'a envoyé un message. Son avocat est au téléphone avec elle en ce moment. Attendez-vous à du bruit. Je ne pouvais qu'imaginer. Denny Holt était un avocat assez compétent, mais il était habitué à gérer le travail contractuel de routine de Lydia, les accords avec les fournisseurs, les dispenses de responsabilité pour les ateliers. Il n'était pas préparé à ce qu'il lisait lorsqu'il a ouvert la chaîne de documents que Robert avait déposée ce matin-là. Lydia m'a rappelé à 11h22. Cette fois, j'ai répondu. Carter.
Sa voix était tendue, contrôlée. Elle travaillait dur pour qu'elle le reste. Denny me dit qu'il y a une sorte de dépôt concernant nos comptes d'entreprise, que tu as fait des changements. J'ai besoin que tu m'expliques ce qui se passe. Je dirais que Denny fait un travail assez précis pour l'expliquer, ai-je répondu. C'est de la folie. Le contrôle a glissé d'un cran. Tu ne peux pas restructurer mon entreprise sans m'en parler. Ce n'est pas ton entreprise, Lydia. Je l'ai interrompu d'une voix égale. Cela ne l'a jamais été légalement. Tu as paraphé l'accord d'exploitation à la page 19. Veux-tu que je décrive la clause ou préfères-tu que Denny te l'explique en détail? Silence. Alors tu as fait ça exprès depuis le début. J'ai déposé cette clause la semaine même où tu m'as demandé de te construire un canal de financement propre parce que ton crédit ne pouvait pas soutenir une licence commerciale. Je ne le cachais pas. Tu ne l'as simplement pas lu. Le silence qui a suivi était d'une autre nature. Pas en colère, mais creux. Carter, il y a aussi une question de 11 mois de transfert vers BF Strategic Resources, ai-je ajouté. Aucun contrat de service, aucun livrable. Le bureau de conformité du service des impôts a reçu la documentation mardi. Cette partie-là, ce n'est pas moi. C'est juste des mathématiques. J'ai entendu sa respiration devenir superficielle. Blake va passer quelques mois difficiles, ai-je continué. Et Lydia, Denny va te dire que la clause est inattaquable. Épargne-toi les frais de justice. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. Robert m'a envoyé un message 4 minutes plus tard. Son avocat vient d'appeler. Il a vu la clause de réversion. Il ne la conteste pas. Puis, un instant plus tard, il a dit, et je cite, « Votre client fait un travail minutieux. » J'ai posé le téléphone. J'ai regardé par la fenêtre l'horizon de Columbus et je me suis accordé un moment silencieux de satisfaction. Pas de triomphe, juste le sentiment net et solide d'une structure supportant exactement le poids pour lequel elle avait été conçue. Ensuite, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé Patricia chez Groundwork Leadership. Patricia, ai-je dit quand elle a répondu, le marché vient de s'ouvrir. Je pense que vous allez vouloir contacter quelques clients de coaching dans la région de Columbus cette semaine. Elle a fait une pause. Une raison particulière? Disons simplement qu'un concurrent a récemment subi un changement important de direction, ai-je répondu. Soyez prête à agir. Elle l'était. J'ai presque ressenti de la pitié pour l'homme, presque. Son nom était Ray Kowalski, un détective à la retraite du département de police de Columbus qui s'était mis à son compte environ 4 ans plus tôt. Lydia l'avait trouvé grâce à une recommandation d'une femme de son réseau de coaching, quelqu'un qui avait fait appel à lui dans un conflit de garde d'enfants. Ray avait une bonne réputation de discrétion et de documentation solide. Dans des circonstances normales, il était probablement une bonne recrue. Ce n'étaient pas des circonstances normales. J'ai découvert qu'elle l'avait engagé un mercredi, 8 jours après mon départ. Le renseignement provenait d'une source inattendue, l'assistante juridique de Denny Holt, une femme nommée Carol, qui avait fait du travail de classement de contrat pour Ellison Advisory l'année précédente. Carol ne devait rien à Lydia. Et apparemment, elle avait entendu suffisamment d'un appel téléphonique pour faire le rapprochement. Elle m'a envoyé un seul message. Attention, quelqu'un pose des questions sur vous du côté des gardes-fret. Je l'ai remercié, j'ai appelé Robert et nous avons convenu de ne rien faire. Laissons Kowalski creuser. Je n'avais rien à cacher. Mes livres de compte étaient propres. Mon entreprise était légitime. Et chaque compte personnel que je détenais était exactement ce qu'il paraissait être. Au contraire, j'étais curieux de voir ce qu'il trouverait lorsqu'il commencerait à tirer sur les fils qui ramenaient à Lydia. Cela lui a pris 11 jours. Il a appelé Lydia un jeudi après-midi. Le contact de Robert au bureau de Denny Holt a transmis le détail et a demandé une réunion en personne. La réunion a duré 2 heures. Ensuite, Lydia a appelé Denny dans ce que l'assistante juridique a décrit comme une panique contrôlée. Robert m'a exposé la situation le lendemain matin autour d'un café dans mon bureau. Kowalski n'avait rien trouvé de répréhensible sur moi. Mon entreprise de fret était propre. Les finances d'Ellison Advisory étaient documentées et conformes. Mes comptes personnels ne montraient rien d'inhabituel. Il avait interrogé 3 de mes employés, 2 de mes clients de distribution et un voisin. Tout le monde disait la même chose. Carter Ellison était organisé,
direct et gardait sa vie professionnelle et personnelle propre. Mais Kowalski était minutieux, et les hommes minutieux suivent tous les fils, pas seulement ceux pour lesquels ils sont payés. En examinant les liens financiers entre Ellison Advisory et Elevator, il avait extrait les enregistrements de transactions remontant à 30 mois. Il avait trouvé BF Strategic Resources avant même que je n'aie à orienter qui que ce soit vers cette société. 11 paiements, aucune documentation de service, provenant d'un compte commercial qui fonctionnait techniquement via l'infrastructure de mon entreprise. Robert a fait glisser un dossier sur le bureau. À l'intérieur se trouvait un résumé que Kowalski avait apparemment préparé pour Lydia. La révélation d'un professionnel honnête indiquant que ce qu'il avait découvert pouvait créer une exposition juridique importante pour sa cliente, et non pour la cible. Il le lui a dit franchement, a dit Robert en se penchant en arrière. Obligation professionnelle. Il ne pouvait pas garder pour lui des documents relatifs à une potentielle faute financière simplement parce que c'était elle qui signait ses chèques. J'ai parcouru le résumé. Un travail propre et méthodique. Je le respectais vraiment. Elle a essayé de le payer pour l'enterrer, a ajouté Robert. J'ai levé les yeux. Il a refusé, a remboursé la moitié de ses honoraires et est parti. Robert a pris son café. La documentation est maintenant dans ses dossiers. Si quelqu'un assigne ses dossiers à comparaître dans le cadre de l'enquête du service des impôts, tout est là. J'ai posé le dossier et j'ai regardé par la fenêtre pendant un moment. Lydia avait engagé un homme pour fouiller dans ma vie, et il était revenu avec une pelle remplie de sa propre saleté. Il y avait une justice particulière en cela qui ne nécessitait aucun commentaire. Sait-elle que le signalement au service des impôts est déjà actif, ai-je demandé. Elle le sait maintenant, a répondu Robert. Denny lui a dit hier qu'elle avait de plus gros problèmes que la clause de réversion à ce stade. J'ai hoché la tête, j'ai fini mon café et je suis passé au point suivant de ma liste. Il y avait encore une conversation que je n'avais pas encore eue, une que j'attendais depuis environ une semaine. Blake Fenwick s'est présenté le mardi suivant. Il a appelé en premier, ce qui m'a surpris. Je m'attendais à ce qu'il se présente à l'improviste, tout en torse et en bravade. Au lieu de cela, j'ai reçu un message vocal, prudent, mesuré, la voix d'un homme qui avait été coaché sur ce qu'il devait dire. Il voulait parler. D'homme à homme, pour dissiper les malentendus. J'ai répondu par un message d'une seule ligne. Mardi, 10 heures du matin. Mon bureau. Il est arrivé 3 minutes en avance, ce qui m'a indiqué qu'il était nerveux. Blake Fenwick était plus grand que je ne l'avais imaginé d'après les dossiers financiers. De larges épaules, une bonne coupe de cheveux, le genre d'homme à qui l'on avait dit qu'il était impressionnant assez souvent pour le croire complètement. Il portait une veste de sport sur une chemise à col et m'a serré la main avec la fermeté exercée de quelqu'un qui avait lu un livre sur les premières impressions. Je lui ai offert un café. Il a accepté. J'ai versé 2 tasses et je me suis assis en face de lui à la petite table de conférence, pas derrière mon bureau. Sur un pied d'égalité. Je voulais qu'il soit suffisamment à l'aise pour parler. Il a commencé par des excuses. Vagues, non spécifiques, le genre qui reconnaît l'inconfort sans rien admettre. Je sais que cette situation a été difficile pour tout le monde, a-t-il proposé, en roulant ses 2 mains autour de la tasse. Je n'ai jamais voulu que les choses se passent ainsi. Comment vouliez-vous qu'elles se passent, ai-je demandé, sincèrement curieux. Il a bougé. Lydia et moi avons une histoire. Je ne prétendrai pas le contraire. Mais ce qui se passe avec son entreprise. Les gels de compte. Les dépôts légaux. Cela affecte de vraies personnes. Son équipe. Ses clients. Son équipe a des options, ai-je répondu. Ses clients ont des options. C'est en fait quelque chose auquel j'ai déjà réfléchi. Il a eu l'air incertain, comme s'il s'était attendu à une réponse différente. Il a insisté. J'ai laissé passer un moment. Puis je me suis levé, j'ai marché vers le meuble d'appoint et j'ai pris un dossier en papier bulle. Je l'ai posé sur la table devant lui, et je me suis rassis. C'est un résumé de 11 paiements du compte commercial de Lydia vers BF Strategic Resources au cours des 11 derniers mois, ai-je dit calmement. Aucun contrat de service, aucun livrable. Le bureau de conformité du service des impôts a reçu la documentation sur cette piste de transaction il y a 9 jours. Cette enquête est maintenant active, Blake, et votre société à responsabilité limitée est le destinataire désigné. Il a fixé le dossier sans l'ouvrir.
Je n'ai pas déposé cela pour blesser Lydia, ai-je continué. Je l'ai déposé parce que c'est exact. L'argent a bougé. La documentation n'existe pas. Ce n'est pas une dispute conjugale. C'est un problème de conformité et il existait avant que je ne franchisse la porte de cette maison. Sa mâchoire s'est contractée. La posture confiante était toujours là, mais quelque chose derrière ses yeux était devenu très silencieux. Vous devriez prendre un avocat, ai-je dit, sans méchanceté. Un bon. Pas pour la conversation que vous pensiez venir avoir ici, mais pour celle que le service des impôts voudra éventuellement. Blake s'est levé lentement, a laissé le café intact et a pris sa veste sur le dossier de la chaise. À la porte, il s'est retourné, et pendant un instant, j'ai pensé qu'il dirait peut-être quelque chose qui valait la peine d'être entendu. Au lieu de cela, il m'a juste regardé avec une expression coincée entre la colère et la reconnaissance naissante qu'il était entré dans la mauvaise pièce. Il est parti sans un autre mot. Blake est entré en pensant qu'il avait un moyen de pression et Carter n'a même pas tressailli. Ce genre de calme sous la pression n'est pas quelque chose que l'on joue. C'est ce que vous êtes réellement. J'ai débarrassé les tasses, j'ai rangé le dossier dans une armoire et j'ai regardé ma montre. 11h14. J'avais un appel avec Patricia à midi. Elle avait déjà répondu aux demandes de 3 des anciens clients entreprises de Lydia. Groundwork Leadership avançait vite. Je n'étais pas en colère contre Blake Fenwick. La colère aurait exigé que je me soucie de lui personnellement. Ce n'était pas le cas. Il n'était qu'une variable dans une équation qui avait déjà été résolue. Lydia avait le don d'identifier le talent chez les autres, puis de ne pas y investir. Elle pouvait repérer le potentiel à l'autre bout d'une pièce. C'était l'une des choses qui faisait d'elle un coach efficace. Ironiquement, au moment où ce potentiel devenait utile à son fonctionnement, elle cessait de le développer et commençait à le consommer. Son nom était Joel Taney, 29 ans, un concepteur de programme que Lydia avait embauché 14 mois plus tôt pour construire le contenu structuré derrière ses cours en ligne. Joel était la raison pour laquelle Elevator avait une quelconque ossature intellectuelle. Il écrivait les cadres qu'elle présentait sur scène. Il construisait les cahiers d'exercices que ses clients qualifiaient de transformationnels. Il gérait la plateforme de cours, le portail des membres et les séquences d'automatisation des emails qui généraient 40% de ses revenus. Lydia le payait 52 000 € par an et le présentait aux clients comme son gars du contenu. J'avais rencontré Joel 2 fois lors d'événements d'entreprise. Les 2 fois, il m'avait frappé comme quelqu'un faisant 3 travaux tout en étant rémunéré pour un seul, avec la patience silencieuse particulière d'un homme qui sait qu'il est sous-utilisé mais n'a pas encore décidé ce qu'il va faire à ce sujet. Après mon départ, je l'ai contacté directement. Pas immédiatement. J'ai attendu 10 jours jusqu'à ce que la première vague de perturbation de compte se soit calmée et qu'il soit clair que la situation juridique n'allait pas s'inverser. J'ai envoyé un court email depuis mon compte personnel. Joel, ici Carter Ellison. Si vous êtes ouvert à une conversation, j'ai quelque chose qui vaut la peine d'être discuté. Aucune pression dans les 2 cas. Il a répondu dans les 2 heures. Nous nous sommes retrouvés pour déjeuner le jeudi suivant dans un restaurant du centre-ville. Il n'a pas perdu de temps. J'ai observé ce qui se passe avec les comptes de l'entreprise, a-t-il dit en coupant dans son sandwich. Les blocages de plateforme, les problèmes de licence. Je me suis dit qu'il se passait quelque chose de structurel. Quelque chose de structurel. J'ai approuvé. La marque traverse une transition importante. L'infrastructure de contenu et les relations clients vont avoir besoin d'une nouvelle maison. Il a posé le sandwich. Quel genre de nouvelle maison? J'ai eu des conversations avec Patricia chez Groundwork Leadership, ai-je répondu. Elle construit une plateforme de coaching basée sur des programmes avec une véritable traction auprès des entreprises. Elle a besoin de quelqu'un qui puisse architecturer le système de contenu à partir de zéro, pas rafistoler le cadre de quelqu'un d'autre. Mais le construire proprement. Joel est resté silencieux un moment. Quelle est l'offre? 78 000 € de base, une participation au capital après 12 mois, et votre nom sur le cadre de contenu que vous construisez. Pas un gars du contenu, un architecte. Il a repris son sandwich. Quand est-ce que je commence? J'ai souri. Après que vous ayez démissionné correctement, donnez un préavis. Je ne débauche pas, je recrute. Il y a une différence. Il a donné un préavis de 2 semaines. Le lundi suivant,
Lydia l'a appelé dans son bureau à domicile et a passé 40 minutes à essayer de le convaincre de rester, lui offrant une augmentation qu'elle ne pouvait pas financer à partir de comptes qu'elle ne contrôlait plus. Il est resté poli, professionnel et inébranlable. Il m'a appelé après. Elle a pleuré, a-t-il dit, sans méchanceté. Je me suis senti mal pour cette partie. Vous avez le droit de vous sentir mal, ai-je répondu. Partir reste la bonne décision. Le coup le plus dur est survenu 3 jours après le départ de Joël. Hartfield Corporate Group, une société régionale de développement commercial qui était le client de référence de Lydia depuis 2 ans et demi, représentant environ 180 000 € de valeur contractuelle annuelle. Ils ont envoyé un avis formel de non-renouvellement. Aucune déclaration personnelle, aucun appel téléphonique, juste une lettre propre de 2 paragraphes de leur service juridique citant un examen de la documentation de conformité des fournisseurs et une décision de passer à un nouveau prestataire de service. Le nouveau prestataire de service était Groundwork Leadership. Patricia a géré cela avec un professionnalisme total. Elle ne s'est pas vantée, n'a pas fait référence à la transition publiquement, a juste annoncé un nouveau partenariat d'entreprise sur la page LinkedIn de son entreprise. La publication a eu 340 engagements d'ici la fin de la journée. Lydia n'a rien publié. Ses comptes sociaux étaient devenus silencieux 10 jours plus tôt, à peu près au moment où ses diffusions en direct programmées ont cessé d'apparaître et où son domaine a été redirigé vers une page d'attente. Robert m'a appelé ce soir-là avec une dernière mise à jour sur la documentation de Kowalski. Les dossiers de l'enquêteur privé avaient été formellement demandés par le bureau local du service des impôts chargé de l'enquête de conformité. L'avocat de Blake Fenwick avait fait une apparition, ce qui signifiait que Blake gérait maintenant sa propre exposition juridique indépendamment de Lydia. La machine fonctionnait exactement comme prévu. Je me suis assis sur le petit balcon de mon appartement ce soir-là avec un verre d'eau et la tranquillité particulière d'un homme qui a terminé un travail vaste et compliqué et peut enfin poser les outils. Pas triomphant, juste terminé. Patricia m'a envoyé un message à 9h15. La première semaine de Joël a été exceptionnelle. Merci pour l'introduction. J'ai répondu. La conférence s'appelait Midwest Business Forward. 3 jours de panel, d'ateliers et de réseautage dans un centre de congrès au centre-ville de Columbus. J'avais été invité à parler de l'infrastructure opérationnelle pour les entreprises de services, ce qui n'était pas exactement le genre de sujet qui remplit une pièce d'excitation. Mais les organisateurs avaient voulu de la substance plutôt que du spectacle cette année. Je suis arrivé tôt comme je le fais toujours, j'ai vérifié l'installation audiovisuelle, j'ai parcouru la salle, j'ai bu du mauvais café de conférence et j'ai revu mes notes, dont je n'avais pas vraiment besoin car je vivais ce matériel depuis 19 ans. La salle contenait environ 90 personnes lorsque le panel a commencé. Mes copanélistes étaient un banquier régional et un promoteur immobilier commercial, tous deux compétents, tous deux considérablement plus bruyants que moi. Je les ai laissés donner le ton et j'ai parlé quand j'avais quelque chose de spécifique à ajouter. Cette approche passe toujours mieux auprès du public que l'homme qui parle le plus. Au bout de 30 minutes, je l'ai remarqué vers l'arrière. Lydia était entrée discrètement, prenant un siège côté allé à 2 rangées de l'arrière. Elle portait une veste grise que je ne reconnaissais pas. Neuve, mais discrète. Pas de micro-cravate, pas de cordon de conférence, pas de badge de conférencier, juste une participante dans une salle de conférence où elle serait entrée 6 mois auparavant en s'attendant à être présentée depuis la scène. Je n'ai pas perdu le fil de ce que je disais. J'ai terminé mon explication sur la documentation d'infrastructure, j'ai pris une question du premier rang et j'y ai répondu de la même manière que je l'aurais fait si elle n'avait pas été là. Mais j'étais conscient de sa présence de la même manière que vous êtes conscient de la météo. Après le panel, la partie réseautage a commencé. 3 des anciens clients entreprises de Lydia se sont dirigés vers moi dans les 20 premières minutes. Des introductions que je n'avais pas organisées, des conversations qui ont commencé d'elles-mêmes. Le directeur des opérations de Hartfield m'a serré la main et a dit que le processus d'intégration de Patricia y avait été la transition de fournisseur la plus fluide qu'ils aient connue en 5 ans. 2 autres ont posé des questions sur les services de conseil d'Ellison Advisory, apparemment sur recommandation de quelqu'un du réseau de Patricia. J'ai géré chaque conversation de la même manière. Direct, spécifique, sans précipitation. Aucune référence à Lydia. Aucune explication de l'histoire passée. Juste le travail. À un moment donné, je me suis retourné pour prendre un verre d'eau frais sur la table d'appoint et j'ai trouvé Lydia debout à 6 pieds de là, sans s'approcher, juste présente.
Elle ressemblait à une femme qui était entrée dans un bâtiment qu'elle possédait autrefois et avait découvert que les serrures avaient été changées et les meubles réarrangés, et que tout le monde à l'intérieur semblait parfaitement à l'aise avec le nouvel agencement. Nos yeux se sont croisés. Je lui ai fait un petit signe de tête neutre, le genre que l'on fait à quelqu'un que l'on reconnaît dans un cadre professionnel. Elle ne l'a pas rendu. Elle a détourné le regard en premier, a ajusté la sangle de son sac. Et quelques minutes plus tard, j'ai remarqué qu'elle s'était dirigée vers la sortie. Joël Tanet était de l'autre côté de la pièce, plongé dans une conversation avec Patricia et deux participants d'un département des ressources humaines d'entreprise. Il utilisait ses mains en parlant, animé d'une manière que je n'avais jamais vue lors des événements de Lydia. De la manière dont les gens deviennent lorsqu'ils font un travail en lequel ils croient vraiment. J'ai regardé cela pendant un moment. Ce fut le détail qui m'est resté le plus longtemps ce jour-là. Pas les anciens clients, pas le départ de Lydia, pas les cartes de visite que j'ai collectées ou les réunions de suivi que j'ai programmées, juste Joël Tanet. Enfin dans une pièce où quelqu'un avait pris la peine de lire son badge correctement. Sur le chemin du retour vers l'appartement, j'ai reçu un appel de Robert. L'enquête du service des impôts s'était officiellement étendue. L'entité de Blake Fenwick, BF Strategic Resources, était maintenant sous examen actif. Le bureau local avait demandé des documents remontant à 36 mois. L'avocat de Blake parle déjà d'un accord de coopération, a déclaré Robert. C'est entre lui et eux, ai-je répondu. Cela pourrait impliquer Lydia sur la documentation de transfert. C'est aussi entre eux et elle, ai-je dit. Nous avons fait ce que nous devions faire. Le reste ne nous appartient pas. Robert a fait une pause. Vous savez, la plupart des gens dans votre position ressentiraient quelque chose à ce sujet. J'y ai réfléchi honnêtement pendant un moment. Je me sens comme un homme qui a construit une structure solide puissant n'est éloigné avant qu'elle ne lui tombe dessus. J'ai dit, c'est suffisant. L'audience de divorce était prévue pour un mardi matin à la mi-janvier. Le tribunal du comté de Franklin, la salle d'audience 7, celle avec un carreau de plafond taché d'eau dans le coin arrière-gauche que personne n'avait pris le temps de remplacer. J'avais été dans ce bâtiment 2 fois auparavant pour des affaires commerciales. L'odeur était la même les 2 fois. Le vieux papier et le nettoyant industriel et la fadeur particulière d'une pièce où des choses difficiles sont décidées. Robert et moi sommes arrivés ensemble. Denny Holt était déjà à la table adverse avec Lydia, qui portait une veste anthracite et gardait les yeux sur les documents devant elle. Elle ne m'a pas regardé quand je me suis assis. Je ne l'ai pas regardée avec plus qu'une reconnaissance passagère. Le juge était une femme compacte à la fin de la cinquantaine nommée Patricia Owens. Pas de bêtises. Efficace. Le genre de juge qui avait lu chaque document avant le début de l'audience et n'avait besoin de personne pour lui expliquer ce qu'elle tenait. J'ai tout de suite apprécié cela. Denny Holt a ouvert avec une motion pour contester la clause de réversion de la propriété intellectuelle, arguant que Lydia avait signé le document avec une compréhension incomplète de ses implications. La juge Owens l'a laissé finir, puis lui a posé 2 questions directes sur les circonstances de la signature. Denny y a répondu prudemment. La juge Owens a pris une note et est passée à autre chose. Robert a présenté la chaîne complète des documents, le dépôt initial de la société, l'accord d'exploitation, l'addenda initial, la clause de réversion datée et notariée. Il a exposé cela de la même manière que j'aurais tracé un itinéraire de fret. Séquence claire, pas d'écart, pas d'ambiguïté. Puis est venu un moment auquel Robert m'avait préparé. La juge Owens m'a demandé directement si je demandais une compensation financière à Lydia personnellement. Pension alimentaire, division des actifs, quoi que ce soit au-delà de la documentation commerciale déjà déposée. J'ai dit, non. Denny a levé les yeux de ses papiers. Lydia m'a enfin regardé. Monsieur Ellison, a dit la juge, avec la précision prudente de quelqu'un qui voulait que le dossier soit exact. Vous renoncez volontairement à toute réclamation financière personnelle contre votre épouse dans cette procédure. C'est exact, votre honneur, ai-je répondu. Je ne suis pas ici pour ses biens personnels. Je suis ici pour confirmer que ce qui était légalement à moi reste légalement à moi. Un bref silence. La juge Owens a pris une autre note. Denny s'est penché vers Lydia et a dit quelque chose à voix basse. Elle a légèrement secoué la tête comme si elle essayait de résoudre un problème de mathématiques qui n'arrêtait pas de donner un faux résultat. Ce qu'elle ne savait pas, ce que j'avais organisé par l'intermédiaire de Robert 4 semaines plus tôt,
c'était que la valeur nette de notre maison en copropriété, nos 2 comptes d'investissement totalisant un peu plus de 340 000 € et la propriété de vacances dans le Michigan, avaient tous été restructurés par le biais d'une fiducie familiale 12 mois auparavant. Les bénéficiaires désignés étaient nos 2 enfants, âgés de 19 et 22 ans. Lydia a conservé son droit de vivre dans la maison selon les termes de la fiducie. Elle n'a pas perdu le toit au-dessus de sa tête, mais elle ne pouvait pas le liquider. Elle ne pouvait pas l'utiliser comme levier, ne pouvait pas l'utiliser comme contrepoids dans une procédure judiciaire. Elle a découvert l'existence de la fiducie par déni après l'audience. Je n'étais pas là pour cette conversation, mais Robert m'a dit que Denis l'avait appelé par la suite, pas en colère, juste silencieux. Votre client, avait dit Denis, joue sur le long terme. Robert avait répondu, c'est ce qui arrive quand vous passez 20 ans à construire des choses pour des gens qui ne prennent pas la peine de regarder les fondations. L'audience s'est conclue en 94 minutes. Chaque motion déposée par Denis a été examinée calmement et rejetée sur la base de la documentation. La clause de réversion a tenu. Les réclamations financières ont été abandonnées par moi et sont donc devenues sans objet. Le divorce n'a pas été contesté sur le fond, seulement sur les délais. En sortant, la voix de Lydia m'a interpellé en haut des marches du tribunal. Carter, a-t-elle dit de la façon dont on prononce un mot qu'on a répété tant de fois qu'il a commencé à perdre sa forme. Je me suis arrêté et je me suis retourné. L'air de janvier était vif. Le genre qui rend tout très clair et très froid en même temps. Tu n'étais pas obligé de tout prendre, a-t-elle dit. Pas accusateur, juste usé jusqu'à quelque chose qui était presque honnête. Je l'ai regardé fixement. Je n'ai rien pris qui n'était pas à moi de prendre, Lydia. Et j'ai laissé tout ce qui était à toi intact. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Le vent est passé sur nous 2. Blake coopère avec le service des impôts. J'ai ajouté, sans méchanceté. Prends les devants. Prends un avocat fiscaliste. Pas Denis. Quelqu'un qui se spécialise dans la conformité. Tu as encore le temps de gérer cela mieux que tu n'as géré tout le reste. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai descendu les marches, je suis monté dans mon camion et je suis retourné au bureau. Ce fut la dernière fois que je lui ai parlé directement. 8 mois après que je sois sorti de cette maison avec un seul sac de sport, un journal des affaires de Columbus a publié un court article sur l'expansion de Groundwork Leadership dans les contrats de formation d'entreprise à travers 4 États du Midwest. L'article mentionnait leur nouveau directeur des programmes, Joel Taney, anciennement d'une marque de coaching régionale, et leur investisseur silencieux de la première heure dont l'entreprise avait refusé de divulguer l'identité. Je l'ai lu avec un café un jeudi matin et je n'ai rien ressenti de particulier. Pas de fierté, pas de nostalgie, juste la reconnaissance nette que quelque chose que j'avais contribué à mettre en mouvement fonctionnait bien par soi-même. Patricia y avait construit quelque chose de réel. Joël s'épanouissait. Les clients qui avaient fait la transition depuis élevateur recevaient un meilleur service qu'auparavant. Le marché s'était corrigé de lui-même, comme le font les marchés lorsque quelqu'un retire une couche de représentation et la remplace par de la substance. Ellison Advisory Group avait été officiellement renommé Ellison Logistic Consulting. Un nom plus propre, une portée plus propre. Nous avions pris 2 nouveaux clients de distribution régionale au 4e trimestre, et les revenus étaient les plus forts depuis 7 ans. Mara avait embauché 2 employés de soutien supplémentaires et gérait le côté administratif avec la même efficacité sans poser de questions qui l'avaient rendu indispensable pendant une décennie. Brian Thatcher avait laissé 2 messages vocaux dans les mois qui ont suivi le divorce. J'ai écouté les 2 et n'ai répondu à aucun. Il n'y avait rien dedans qui valait la peine d'y répondre. Aucune remise en question, juste l'inconfort social particulier d'un homme qui s'en était tiré avec quelque chose et n'arrivait pas à décider s'il devait s'en sentir soulagé ou coupable. Dans tous les cas, c'était à lui de le porter. Blake Fenwick avait conclu un accord de coopération avec le service des impôts en échange d'une réduction des pénalités sur les registres de transactions de BF Strategic Resources. L'évaluation formelle était toujours en attente, mais Robert avait confirmé que Lydia travaillait maintenant avec un avocat spécialisé en conformité fiscale, ce qui était le conseil que je lui avais donné sur les marches du tribunal, qu'elle ait voulu l'entendre de moi ou non. Le détail qui a fait surface publiquement et que je n'avais pas prévu, est venu par le biais d'un bulletin communautaire d'une organisation de soutien aux anciens combattants dans l'est de Columbus. Ils publiaient des remerciements trimestriels aux donateurs et quelqu'un de leur conseil d'administration, apparemment ému par la récente couverture médiatique de l'histoire de Groundwork.
avaient décidé que le moment était venu de remercier leur plus grand contributeur anonyme des 4 dernières années par son nom. Ils l'ont appelé correctement, Carter T. Ellison. Le total des contributions sur 4 ans était indiqué comme étant de 47 000 €. J'ai reçu 12 appels cette semaine-là de personnes qui ont dit qu'elles ne savaient pas. Ma réponse était la même à chaque fois. Le travail que l'organisation faisait comptait. L'anonymat avait été intentionnel, et j'étais heureux que les familles qu'ils servaient obtiennent ce dont elles avaient besoin. Un de ces appels venait de mon fils, Ryan, un jeune de 22 ans qui terminait sa dernière année d'université et avait apparemment vu le bulletin sur une page Facebook communautaire. « Papa » a-t-il dit, sur ce ton particulier que les jeunes hommes utilisent lorsqu'ils sont surpris par leur père dans le bon sens et ne savent pas trop quoi en faire. « Pourquoi n'as-tu jamais rien dit ?»« Parce qu'il ne s'agissait pas de moi » ai-je répondu. Il est resté silencieux un moment, puis « Je suis fier de toi. » J'ai laissé cela reposer là où c'était tombé. Un vendredi soir au début du mois de mars, j'ai conduit vers l'est et je suis resté devant le centre pour anciens combattants pendant quelques minutes. Pas pour une raison particulière, juste pour voir le bâtiment. Les lumières étaient allumées à l'intérieur. À travers la fenêtre, je pouvais voir un groupe d'hommes autour d'une table riant de quelque chose, d'une partie de cartes ou d'une histoire. L'un d'eux gesticulait des 2 mains. Je suis resté là assez longtemps pour sentir le froid à travers ma veste, puis je suis remonté dans le camion. Certaines choses que vous construisez pour la photo. Certaines choses que vous construisez parce que le travail lui-même est le but et la construction est sa propre récompense. Et vous n'avez jamais eu besoin que quelqu'un le remarque parce que vous avez toujours su exactement ce que vous faisiez et pourquoi. J'ai conduit pour rentrer chez moi à travers les rues sombres de Columbus, devant les gares de fret sur lesquelles j'avais construit mon entreprise, devant le parc de bureaux où les lumières d'Ellison Advisory étaient éteintes pour le week-end, devant le quartier où je vivais autrefois. Je n'ai pas ralenti quand je suis passé devant la maison. Il n'y avait rien là-bas qui m'appartenait encore et rien que je voulais récupérer. La route devant moi était ouverte et je savais exactement où elle allait. Vous savez à quoi je n'arrête pas de penser après cette histoire? Carter n'a jamais eu besoin que quiconque voie ce qu'il faisait ou pourquoi. Il construisait les choses discrètement. Il donnait généreusement sans demander de crédit. Et quand le moment est venu, il n'a détruit personne. Il a simplement arrêté de soutenir une structure qui n'avait jamais été appréciée. Ce n'est pas de la vengeance. C'est un homme qui se choisit enfin lui-même. Merci d'avoir écouté. Prenez soin de vous, et je vous verrai dans la prochaine.